Bonjour, bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Merci beaucoup d'être ce matin sur le plateau de LCI. Vous êtes eurodéputé Europe Écologie Les Verts, mais surtout candidat à la présidentielle. D'ailleurs, juste par parenthèse, vous vous sentez lilliputien, vous? Politiquement, on s'entend, bien sûr. Écoutez, je suis 1m91, hein. Ouais. Après, chacun les références de taille qu'il veut, mais si vous faites référence à François Hollande... Qui a dit que tous les candidats de la gauche étaient des lilliputiens. Écoutez, très Oui. bien. Écoutez, vous savez, quand François Hollande est arrivé au pouvoir, vous vous souvenez, en 2012, le Parti socialiste avait les villes, les départements, les régions, le Sénat, l'Assemblée nationale, évidemment la présidence de la République. Il a quitté son quinquennat, les socialistes avaient tout perdu. Malheureusement, ils avaient trop renoncé sur l'environnement, sur le climat, trop renoncé sur la justice sociale. Donc je laisse à François Hollande le bilan de son quinquennat. On reviendra sur la gauche, bien sûr, dans quelques minutes. Mais d'abord, un mot, un peu plus qu'un mot d'ailleurs, sur le rapport très attendu de RTE, le gestionnaire de réseau électrique, qui a été publié hier. On ne s'en sortira pas sans combiner renouvelable et nucléaire si on veut arriver à la neutralité carbone en 2050. Vous prenez acte de cette conclusion? Non, vous savez, c'est passionnant dans les scénarios ou scénarii de RTE. Ils font 6 scénarii. 1, 3, 100% renouvelable. Donc, RTE admet, reconnaît, comme beaucoup d'experts aujourd'hui, au niveau français comme au niveau européen, qu'on peut faire du 100% renouvelable. Donc, sortir des énergies fossiles, sortir du nucléaire. Et puis, il y a un scénario qui est très mal mis en valeur dans la communication d'RTE et du gouvernement, qui est un scénario, ce qu'ils appellent sobriété. Donc, en fait, évidemment, on va avoir une augmentation de notre consommation d'électricité, à partir du moment où une partie de nos transports, de nos aménagements à la maison, de nos industries vont utiliser davantage d'électricité que de charbon, de pétrole ou de gaz. On va avoir une augmentation de l'électricité. Mais ce qui est formidable dans ce qui est présenté, c'est que, si on va vers la maîtrise de nos consommations, on isole massivement nos logements. C'est une demande des Françaises et des Français qui voient leurs factures exploser, et on sait que le seul véritable bouclier énergétique, c'est de moins consommer chez soi sans remettre en cause son confort. Si on va vers plus de mobilité, les trains du quotidien, les gares, évidemment le covoiturage, et si vous me permettrez, je ferai une proposition sur le covoiturage. Si on va vers la maîtrise, et si on va vers les énergies renouvelables, eh bien effectivement, on peut à la fois respecter nos ambitions climatiques, nos objectifs climatiques, ils sont impératifs, absolument impératifs, mais en plus rendre du pouvoir d'achat aux Français et développer les industries des énergies renouvelables sur tous nos territoires, là où ça crée de l'emploi. On peut entrer un tout petit peu dans le détail sans que ce soit trop évidemment technique. D'abord, dans un communiqué hier, vous avez parlé de manipulation du gouvernement. C'est grave, oui, par rapport à ce rapport. Bien sûr. Vous dites quoi? Que RTE est manipulé par le gouvernement? Bien sûr, à partir du moment où... Mais vous en avez la preuve, ça veut dire quoi? Ce scénario, c'est juste vous voyez une interprétation. vous voyez bien la communication qui est faite, en fait. Ce que veut faire le président de la République et son gouvernement, qui sont obsédés par le nucléaire. Ce qu'ils veulent, c'est montrer qu'on ne peut pas agir sur la maîtrise des consommations pour pouvoir imposer l'idée de construire 10 EPR supplémentaires. Oui. Vous vous rendez compte quand même... 10 EPR, pour l'instant, rien n'a été annoncé, hein, Oui, vous êtes d'accord? on sait bien que c'est la Vous pensez que c'est acquis, ça, c'est la volonté d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a toujours défendu les EPR. Et pourquoi? Parce que je pense qu'il est fasciné par les lobbies. C'est idéologique? On l'a vu sur le lobby de la chasse, on le voit sur le lobby du pétrole, on le voit sur le lobby des pesticides. Emmanuel Macron... La marionnette des lobbies. Il est très faible vis-à-vis des lobbies, et je pense qu'il est fasciné par cette puissance des lobbies, et donc il s'y soumet. Mais quand vous avez un EPR aujourd'hui à Flamanville, 10 ans de retard dans la construction. Qu'est-ce qu'on en fait d'ailleurs de Flamanville? Qu'est-ce qu'on en fait? Non, mais que les Françaises et les téléspectatrices et les téléspectateurs comprennent bien. On a lancé en 2004 la construction de l'EPR de Flamanville. Il devait coûter 3,3 milliards. Il en coûte 19. 20 milliards. Et il n'est toujours pas installé, et il y a des doutes. Aujourd'hui, il faut le fermer, il faut arrêter. Il faut le fermer. Il faut arrêter la gabegie. Il faut ouvrir en 2022. Il faut arrêter. C'est-à-dire 20 milliards d'euros dans la poubelle. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, Madame Martichoux. C'est que ce réacteur dont on sait... Mais justement, c'est l'argent des Français. 20 milliards à la poubelle, non, pourquoi ne pas l'ouvrir maintenant? C'est 17 milliards à la poubelle qui a été mis en place par ce gouvernement. C'est 17 milliards et les précédents. Et les précédents. Vous vous rendez compte que ce que propose Emmanuel Macron,
c'est de considérer, dans un exercice d'enfumage absolu, qu'un fiasco qui a un surcoût de 17 milliards, personne n'a rendu de compte, devant l'Assemblée nationale ou devant un tribunal. Bien sûr. Mais Quand pourquoi 17 milliards, vous vous rendez compte? Quoi? Vous avez porté plainte devant la Cour de justice de la République non, pour je parle une commission d'enquête de l'Assemblée nationale, ça serait le minimum quand vous avez un surcoût de 17 milliards. Donc, Emmanuel Macron considère que un EPR qui a plus de 10 ans de retard, 17 milliards de surcoût, et qu'est-ce qu'il dit? On va en faire 6 de plus. Il faut quand même expliquer à Emmanuel Macron que 6 fois un fiasco, ça ne fera jamais un succès. Et que nos objectifs climatiques, la première étape, c'est 2030. Et qu'il faut investir massivement, je l'ai dit, les déplacements, les réductions de consommation d'énergie. C'est une étape. On ne sort pas du nucléaire en 2030. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'on a aujourd'hui des objectifs climatiques qui est de réduire de 55% d'ici 2030 nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'ère pré-industrielle. On sait, et c'est le Haut Conseil et maintenant la justice qui condamne à chaque fois l'État français d'Emmanuel Macron. On sait qu'il faut faire 2 à 3 fois plus. Et bien, pour faire 2 à 3 fois plus, par exemple, moi je propose qu'on subventionne de manière beaucoup plus forte le covoiturage. Beaucoup de nos concitoyens. L'État, les régions et les entreprises. Vous savez de quoi ça se il y a dans la loi, et qui avait été défendu par la Convention citoyenne, vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui le forfait mobilité durable. C'est-à-dire que l'entreprise, et on est exonéré de cotisations sur ces frais-là, prend en charge, comme quand c'est le cas des transports en commun, la mobilité durable. Donc ça peut être le vélo, mais aujourd'hui, il faut mettre le paquet sur le covoiturage, parce que beaucoup de nos compatriotes, ils ont 10, 20, 30 km à faire pour aller bosser. Et donc, le forfait mobilité durable, il est rendu obligatoire et non pas facultatif pour les entreprises. Il va jusqu'à 1 000 €. Et par an. Donc, en fait, vous êtes incité à aller au travail. Celui qui a la voiture, celui qui a le travail, comme celui qui est transporté. Les deux. Évidemment, après, ils se partagent les coûts. Et vous avez des expériences formidables qui sont faites dans certaines villes où on met en place des applications pour que les entreprises, notamment les PME, puissent s'organiser entre elles, où vous avez aussi une incitation qui est celle du temps et de la consommation. Quelle que soit la taille de l'entreprise, Yannick Jadot, 1 000 € pour ceux qui pratiquent ou qui conduisent, avec un font du covoiturage. Exactement. Et ça s'appelle. Et c'est obligatoire, c'est une obligation pour les entreprises. Mais quand vous prenez les transports en commun... Vous en avez parlé aux chefs d'entreprise? Bien sûr, quand vous faites mais il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à le faire. Quand vous prenez les transports en commun, vous avez un remboursement d'une partie de vos transports. Et bien, nous, on propose que ce soit la même chose pour le covoiturage. Et en plus, c'est une proposition de campagne que vous faites. C'est une proposition de campagne. Et en plus, vous avez des voies réservées. Ça se passe à Barcelone, ça se passe dans d'autres villes. Ou en fait, par exemple, sur un périphérique, vous avez la voie covoiturage. Si vous êtes à 2, 3, 4 dans la voiture, vous vous rendez plus vite au travail. Ça vous coûte moins cher. Et donc, c'est pris en charge par l'entreprise. Voilà une façon de lutter contre la précarité énergétique et de rendre du pouvoir d'achat aux Français. Parce que l'écologie, c'est ça. Rendre du pouvoir d'achat aux Français sur l'énergie. 2 questions sur le renouvelable. Assez rapidement, si c'est possible. Ce que dit RTE, il envisage le 100% renouvelable. Oui. Il dit que, ce sont des coûts de production plus chers que le nucléaire. Primo, ça coûte plus cher. 71 milliards par an contre 60 millions pour le nucléaire. Et 2, on ne sait pas stocker, et on ne sait pas combien ça coûte de stocker le renouvelable. Donc, est-ce que vous ne vous fondez pas, est-ce que vous ne mentez pas aux Français en vous fondant sur des scénarios, sur le sable? Parce que c'est idéal, mais c'est ce qui se passe, Madame Martichoux. Vous savez, vous prenez les investisseurs privés aujourd'hui. En Europe, 95% des investissements sur la construction de capacités d'électricité, c'est vers les énergies renouvelables. Oui, mais vous ça, prenez ce que je veux dire, il faut mettre le paquet sur le renouvelable, mais il faut garder une capacité de développement où il y a un effet un peu bluffant de la part d'RTE, c'est qu'en fait, vous voyez, je vous ai parlé de l'EPR. Le coût initial, c'est 3 milliards, ça devient 20 milliards. Ouais. Et RTE va garder 3 milliards comme prix du nucléaire. À l'inverse, vous regardez toutes les statistiques. Donc il a une base de calcul faussée. Il Bien triche sûr. sur le... Non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire qu'il triche. On voit depuis des années, le coût du photovoltaïque a été réduit par 10 en 10 ans.
Eh ben, le RTE fait comme si la baisse du coût des énergies renouvelables, de l'éolien, du photovoltaïque, de la géothermie, des énergies marines, comme si ça allait être fixe. En fait, ces prix ne font que baisser. Et c'est pour ça que les investisseurs privés veulent des énergies renouvelables et pas du nucléaire et pas autre chose. Donc vous n'êtes pas d'accord, en tout cas, vous ne dites Non, ce que pas... je trouve extraordinaire dans RTE1, c'est que tout est possible. Tout est possible. Dit de vous. Simplement, c'est un choix politique. Et bien moi, le choix politique, ce sera en responsabilité, sans jamais mettre en danger notre économie, sans jamais remettre en danger l'approvisionnement des Français en électricité, de faire le choix des énergies renouvelables et de la maîtrise. Il faut qu'il m'explique comment il fait concrètement. Son postulat est celui de la capacité de notre société à changer. Regardez, si on peut voir la citation. Cela veut-il dire qu'il faudra arrêter toutes les liaisons aériennes intérieures dans l'Hexagone, arrêter l'habitat individuel et imposer le télétravail? On n'est pas obligé d'être irresponsable, dit-elle ce matin, la ministre de l'Environnement. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je comprends que c'est difficile pour elle. Les tribunaux condamnent en permanence le gouvernement auquel elle appartient sur l'inaction climatique. C'est compliqué. Et vous avez un tribunal. Sur votre crédibilité. Non, mais est-ce que vous avez entendu les écolos dire on arrête l'habitat individuel? Non, mais elle va nous faire les chars russes, les kolkhozes, les sovkhozes, et on va tous habiter dans le même immeuble. On va partager nos appartements et nos salles de bain. Enfin, l'écologie, c'est pas une douche froide par mois dans le noir. L'écologie, elle le sait, c'est de l'innovation. Elle a fait partie, elle a été collaboratrice des Verts pendant tant d'années. Elle a été élue pour les Verts. Elle veut faire le boulot au sein du gouvernement. Je lui donne grâce du fait qu'elle essaye. Mais franchement, la ministre, y compris de la biodiversité, qui justifie qu'on saccage, qu'on tue de manière cruelle des oiseaux dont tout le monde sait qu'ils sont protégés par la loi européenne. Vous dites ? Eh bien, Nicolas Hulot, à ce moment-là, elle avait démissionné. Quand il voit ce saccage de la beauté et de la vie, où donc le président de la pourquoi République, elle démissionne pas. où le président de la République, qu'elle essaye de faire son boulot, ça ne me pose pas de problème. Qu'elle essaye d'arracher quelques arbitrages, mais qu'elle renvoie les écologistes aux Amish, comme a voulu le faire Emmanuel Macron. Franchement, on a une telle urgence sur le climat. Il y a d'autres urgences. Il y a toutes les alertes sur le climat. C'est vrai, on va en parler avec la COP26. On est à il y a d'autres urgences. On est à un an de la tempête Alex, dans la vallée de la Vésubie, la vallée de la Roya. Tout est détruit. Mais comment vous expliquez que, compte tenu de ce que vous dites, quand même, vous ne passez pas la barre des 10%? C'est pas la question que je voulais vous poser tout de suite. Mais comment Mais on s'installe, on vient de lancer cette campagne. Eh bien, j'espère bien qu'on va convaincre les Françaises et les Français que non seulement nous avons un impératif absolu. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu ce qu'on appelle la bataille culturelle? Ah bah non. Vous regardez toutes les enquêtes d'opinion. Quels sont les deux sujets qui viennent en avance? Ça ne se traduit pas dans les intentions Pouvoir de d'achat, vote. ça va venir. Pouvoir d'achat, protection du climat. Et moi, je veux démontrer dans cette campagne que justement l'écologie, c'est un grand plan de réindustrialisation de notre pays. L'écologie, c'est rendre du pouvoir d'achat aux Français. Mais peut-être parce que tout le monde fait de l'écologie et que vous ne convainquez pas sur d'autres. Regardez le sondage. Regardez le sondage fiducial Odoxa pour le Figaro hier. Il partait du principe, c'était la première question, là on ne l'a pas affiché, le pouvoir d'achat. C'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, Yannick Jadot, c'est la sécurité. À la question « à qui faites-vous le plus confiance parmi les candidats ?» Vous arrivez, regardez, vous êtes tout en bas. Tout en bas. Vous êtes à 19% simplement de confiance. Est-ce que vous ne vous dites pas oui, effectivement, j'incarne l'écologie, mais je ne peux pas rassembler les Français parce que sur ce type d'item, je ne convainc pas. Est-ce que ce n'est pas un handicap pour vous ? Ah, mais on va. Regardez. Vous savez, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Xavier Bertrand, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, ils sont tous devant. Mais écoutez, c'est ça le débat public. Le débat public, ça va être de révéler et de démontrer qui est efficace en matière de sécurité. Moi, je trouve toujours extraordinaire qu'on mette la droite comme la force politique qui serait la plus efficace en matière de sécurité. C'est le dernier quinquennat de Nicolas Sarkozy qui a massacré les effectifs de la police, qui a déstabilisé le renseignement local au moment où on en avait besoin pour combattre le terrorisme, qui a fait la guerre en Libye, qui fait que cette zone est devenue une zone en guerre civile permanente sous l'influence des islamistes. Mais quelles leçons ils peuvent donner? Moi, je vois à l'inverse nos maires qui sont en train de prendre ces sujets à bras-le-corps, justement pour être efficaces. Pas pour faire des coups de menton, pour être efficaces. Grégory Doucet. Il était aux côtés des policiers. Voilà, les policiers pris pour cible par des trafiquants de drogue. Ils étaient en train de faire le guet. Le maire écologiste de Lyon. Alors il le dit.
hein, c'est un fait extrêmement grave, puisque C'est très grave, manifestement bien sûr. ces tirs étaient faits pour tuer. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que propose le candidat Jadot Mais ça face fait des à mois. ce type de délinquance et de grand banditisme armé? Mais c'est comme à Marseille, il vous a pas échappé que y a des... À partir du moment Oui, qu'est-ce que où, vous faites? à partir du moment où vous avez retiré beaucoup de forces de l'ordre du terrain pendant des années, il faut Donc vous remettre remettez des forces du de bleu, l'ordre comme dit Emmanuel sur le Macron? terrain. Oui, mais faut le faire réellement. Il faut recruter, il donc faut former. Vous savez Pour qu'aujourd'hui, renforcer les rangs de la police. bien sûr, vous savez qu'aujourd'hui sur ces secteurs les plus en difficulté, ce sont les recrues. Les jeunes recrues qu'on envoie et on combien? n'envoie plus les policiers Vous augmentez les expérimentés. effectifs de combien, Yannick Jadot? Écoutez, il faut. Moi, Vous ne l'avez pas non, parce regardé que moi, je... avec attention encore, ça. Vous n'avez Bien sûr pas qu'on l'a dans regardé en votre attention, mais il faut le travailler avec les syndicats. Moi, je l'ai dit dès septembre dernier, il y a un an. Il faut faire, non pas ce qui a été le Beauvau de la sécurité, qui n'a rien donné, même pas une loi de programmation. Même pas une loi de programmation sur les effectifs, l'équipement et les moyens de la police. J'avais dit, on redéfinit avec les policiers, avec les magistrats, avec les acteurs sociaux, quelles sont les missions de la police. Et on fait cette loi de programmation pour renforcer la formation, pour renforcer les effectifs, pour renforcer les équipements. Et surtout, que la police s'inscrive dans une chaîne qui est la chaîne de la justice, de l'action sociale et des élus locaux pour s'assurer qu'elle est efficace sur le terrain et que ce ne soit pas à Paris des coups de menton permanents qui ne changent rien à la réalité des Français. Vous avez encore un peu moins de 6 mois pour convaincre les Français que vous seriez le prochain président de la République. 2 questions. Hier, Anne Hidalgo a repoussé radicalement la perspective de vous rallier. Et elle a même dit ça suffit, la République, son visage, il est aussi féminin. Sous-entendu, c'est le temps des femmes. Écoutez, je pense que c'est le temps du climat, c'est le temps de la justice sociale, c'est le temps du féminisme, c'est le temps du combat contre toutes les discriminations. Mais à ce moment-là, c'est de la langue de bois. Elle dit non, moi, je ne rallierai pas. D'accord, mais enfin, si la seule élection doit se faire sur la question c'est une femme, à ce moment-là, on choisit la mieux placée, on choisit Marine Le Pen. C'est un mauvais argument? Non, ce que je veux dire, c'est que non, moi, j'ai le combat. Vous dites que c'est un mauvais argument. Pour le féminisme, contre les discriminations. Et j'ai fait des propositions beaucoup plus fortes que ce qu'elle fait. Moi, ce que j'ai proposé, c'est qu'à l'Assemblée nationale, j'entends pas le Parti socialiste défendre la proportionnelle. Ils défendent la démocratie, sauf à l'Assemblée nationale. J'ai proposé qu'il y ait une parité de sortie, comme ça se fait en Amérique latine. C'est-à-dire qu'à la fin, quand l'Assemblée est élue, c'est 50% de femmes, 50% d'hommes. J'ai proposé, donc vous êtes comme en aussi Islande, féministe qu'elle, c'est non, ce que vous voulez dire. j'ai pas de leçon à recevoir. J'ai proposé, comme en Islande, que l'égalité homme-femme soit inscrite dans la loi, dans les entreprises. Ça soit plus, vous savez, dans le système français aujourd'hui, si vous pensez que vous êtes discriminé, vous devez le prouver à votre entreprise pour que ce soit corrigé. Oui. En Islande, et je veux reprendre ce modèle-là, c'est à l'entreprise de justifier qu'elle paye moins une femme qu'un homme. Eh bien, je peux vous dire que l'égalité est en train de se faire en Islande, alors qu'elle ne se fait que trop lentement en France. Donc, on a proposé le 1 milliard contre les violences faites aux femmes. L'égalité salariale, entre parenthèses. D'accord, mais moi, je veux faire les lois qui permettront de l'obtenir. Sur le plan politique, elle ne veut pas vous rallier. Mais écoutez, ça, c'est son choix. Moi, j'ai toujours tendu la main. Il vous a pas échappé. À lui tendre la main, je continue à tendre la main. Mais je tends la main d'abord aux Françaises et aux Français. Parce qu'on a parlé. On va rentrer dans la COP26 sur le climat. Ouais. Il y a l'explosion des inégalités. Il y a la volonté qu'on reprenne notre destin en main. On ne va pas faire la campagne sur le passé. On ne va pas faire la campagne sur le monde d'avant. C'est qui ça, le passé? C'est Zemmour? C'est toutes les droites. Toutes les droites nous refont l'histoire. 15% des Français sont prêts à rallier. Eh ben moi, j'ai envie qu'on parle du monde d'après. Oui, parce qu'il se prend. C'est un petit collabo qui se prend pour un résistant. Les Français qui se prononcent pour lui sont aussi des petits collabos. Moi, j'ai envie de dire aux Françaises et aux Français que j'aime la France, que j'aime ses patrimoines, que j'aime ses paysages, mais que je veux qu'on construise le monde de demain. Je veux qu'on fasse face aux défis sociaux, environnementaux, démocratiques, et non pas qu'on se batte, qu'on se divise entre nous sur une histoire réécrite. Je veux que quand il y a un problème, on n'ait pas un bouc émissaire, mais qu'on ait une solution. Vous êtes l'anti-Zemmour? C'est certain que je pense qu'on est le seul logiciel alternatif à ce logiciel rance et nauséabond. Moi, je suis le logiciel qui réconcilie avec le futur et entre nous. Merci. Yannick Jadot d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI.